la capitale italienne, une équipe française vient de découvrir un édifice exceptionnel que l'on cherchait depuis des siècles. Je pars les rejoindre dans le centre antique de la ville. Certainement le périmètre archéologique le plus riche et le plus étudié d'Italie. On pourrait croire qu'il ne reste plus rien à découvrir ici. Toutes les folies architecturales des empereurs semblent avoir été mises au jour. Pourtant, juste au-dessus du forum, sur les terrasses du mont Palatin, les archéologues de l'école française de Rome ont créé la surprise. Car c'est bien une nouvelle folie architecturale qu'ils ont découvert. Datant de l'époque de Néron, il s'agit d'une étonnante salle à manger qui tournait sur elle-même. Lorsque les archéologues ont débuté leur enquête sur le mont Palatin, ils ne disposaient que d'un seul et unique indice, un texte antique. Dans la vie des 12 Césars, Suétone nous en livre une rapide description. Et il dit notamment « La principale salle à manger était ronde et elle tournait jour et nuit sur elle-même en imitant le mouvement du monde. » Cette salle à manger a fait rêver les archéologues pendant de nombreuses années. Ce texte est le point de départ de toute l'enquête. Il indique que la salle à manger tournante faisait partie de l'immense résidence de Néron, appelée la Maison Dorée. Grâce aux sources littéraires et au travail des archéologues, les scientifiques ont pu effectuer une modélisation possible de cette résidence démesurée, édifiée au 1er siècle. C'était une ville dans la ville. L'auteur Suétone dit qu'elle couvrait 2 km². Autour d'un lac artificiel s'organisaient des dizaines de bâtiments. Mais aucune indication ne permet de dire où se trouvait la salle à manger. On sait, en revanche, que Néron aurait fait édifier en son centre un colosse de 35 mètres de haut, à son effigie. Les textes relatent aussi qu'en 68, Néron est condamné à mort pour parricide et choisit de se suicider. Sa résidence est alors démembrée, ensevelie. Aujourd'hui, il ne reste que très peu de vestiges de cette maison dorée. Et jusqu'à récemment, on n'avait retrouvé aucune trace de la fameuse salle à manger tournante. Françoise Villedieu fait partie des archéologues qui, depuis des années, cherchaient cette salle à manger. Jusqu'à ce qu'en 2009, elle mette au jour cette étrange structure. Alors Françoise, vous avez découvert un bâtiment vraiment exceptionnel, extraordinaire dans tous les sens du terme. Absolument. C'est une architecture un peu déconcertante, a priori, très impressionnante par sa taille. Comment est-ce qu'on pourrait la décrire comme ça, brièvement ? Alors, la partie que nous voyons mesurait plus de 20 mètres de hauteur. Elle était entièrement libre, elle avait l'aspect d'une tour. Et elle a ensuite été ensevelie dans des terres apportées pour créer une grande terrasse artificielle. D'accord. Nous l'avons en partie dégagée en enlevant des quantités de terre impressionnantes. C'est le moins qu'on puisse dire, oui. Maintenant, nous pouvons descendre. Je vais vous montrer ce que nous... Allons voir ça. L'équipe de Françoise a mis 6 mois à déblayer cette structure. Ah oui, c'est un véritable labyrinthe, vu comme ça. Ils ont alors pu découvrir toute la singularité du bâtiment. Donc, attention à la barre, en descendant. Voilà donc le pilier central qui mesure 4 mètres de diamètre, qui est un des premiers éléments que nous avons découvert et qui nous a émerveillés dès le départ.
assez unique en fait. Il y a d'autres exemples connus de ce genre de choses? Non, c'est en effet une réalisation peu commune et même unique. Et ce pilier est relié au mur annulaire par une série de 8 arcs en plein cintre. Et à 6 mètres au-dessous du niveau supérieur, on retrouve exactement la même disposition, 8 arcs qui relient le pilier et le mur annulaire. Construction très solide, très puissante, pour résister à des forces conséquentes, on l'imagine. Exactement. Un autre élément va lui faire comprendre que ce qu'elle vient de découvrir n'est pas une pièce de vie, mais un soubassement. Les parements sont laissés à l'état brut, on voit les briques, alors que normalement, dans toute pièce de vie, les parements étaient revêtus pour le moins d'1 enduit. À ce stade de l'enquête, Françoise Villedieu a donc identifié une structure puissante, mais surtout circulaire. Elle commence à comprendre qu'elle a peut-être trouvé ce que les archéologues cherchent depuis des siècles, le soubassement de la salle à manger tournante. Pour confirmer cette hypothèse, elle a cherché à dater cette structure. Donc l'entrée vers l'escalier se trouve ici. Ici, donc dans le pilier. À l'intérieur du pilier principal, Françoise a trouvé un premier indice de datation. Ouais, c'est vraiment... la maçonnerie est tout à fait intacte. Hein. Oui. Nous avons donc découvert cette porte qui donne accès à un escalier. Et cet escalier descend sur 15 mètres. Et ce type de construction, c'est un indice chronologique par rapport au règne de Néron? Ça permet de dater? Alors, parmi les indices que nous avons, il y a ce timbre imprimé sur une brique. Ce timbre donne le nom d'un fabricant, Titus Tetius Barbarus, dont on sait qu'il a travaillé grosso modo, entre les années 25 et 75 du 1er siècle. Englobant donc le règne de Néron. Absolument. Et il y a 3 exemplaires de ce timbre dans l'escalier. Françoise a désormais une fourchette de datation. Pour la confirmer, elle va comparer cette structure à un autre édifice néronien, découvert non loin de là, à plusieurs mètres sous terre. Il s'agit de l'un des plus importants bâtiments de la Maison Dorée, la résidence de Néron. Il a été redécouvert au XVIe siècle et est encore aujourd'hui en cours de fouille. Sous les fresques, qui me laissent imaginer le luxe dans lequel vivait Néron, la maçonnerie affleure. C'est en étudiant cette maçonnerie que Marta Fedeli a réussi à faire avancer l'enquête de Françoise. Waouh! Quelle lumière incroyable ici, quelle pièce vraiment très particulière en fait. Hein? Oui, on l'appelle la salle octogonale, à cause de son plan architectural octogonal. Et au sommet se trouve cette coupole ouverte, spectaculaire. Venez, je vais vous montrer un détail qui nous a permis de comprendre. Regardez, la maçonnerie est extrêmement régulière. La taille des briques, l'épaisseur des joints est tout à fait spécifique au règne de Néron. Et c'est semblable à ce que nous avons retrouvé sur le mont Palatin. Nous avons par ailleurs cette marque très reconnaissable sur les joints. Regardez, c'est cette ligne tracée ici, que l'on retrouve aussi sur la structure mise au jour par Françoise. Ces éléments rendent les deux structures très similaires. Donc cela nous permet de penser que la structure retrouvée sur le Palatin date bien du règne de Néron. D'accord, oui, tout à fait logique. Mais j'imagine que ici, c'est une salle d'apparat, c'est une salle pour l'empereur, donc cet appareil, ce mur, n'apparaissait pas. Il était recouvert. Oui, c'est un élément très important que tu soulignes. Parce qu'ici, on est dans une pièce effectivement de représentation. Et elle était entièrement recouverte de marbre. La décoration était très riche.
Aujourd'hui, ça ne se voit pas, parce que toutes ces décorations ont été enlevées. Et nous ne voyons plus que la maçonnerie. La différence avec la structure que nous avons retrouvée sur le Palatin, c'est que cette structure-là n'a jamais eu de revêtement, de décoration. C'était juste de la maçonnerie, car c'était une salle technique. Elle n'avait donc pas besoin d'être décorée. C'est tout à fait logique. En superposant la maçonnerie des deux bâtiments, les briques et les joints semblent effectivement de même taille, et l'on retrouve cette ligne caractéristique. Cette marque de fabrique vient confirmer que cette structure est néronienne. Mais s'agit-il pour autant de la fameuse salle à manger tournante? Au sommet de la structure, des vestiges ténus vont permettre à Françoise d'avancer sur cette piste. Vous en avez donc une à gauche, vous distinguez assez bien, une autre plus près. Ces cavités, identiques et disposées symétriquement, vont s'avérer fondamentales. Il y en a une entre les deux, mais qui a été très abîmée lors de la démolition de l'édifice. On devine effectivement. Et il y en a une autre série là. Et il y a également une cavité qui est absolument centrale, plus petite et qui est centrale. Mais à quoi peut bien servir une disposition, un système aussi énigmatique? Probablement à loger des équivalents de nos roulements à billes. Susceptible donc de faire se déplacer, faire tourner l'ensemble du plateau. Il faut imaginer dans ces cavités des sphères qui étaient prolongées par des ailettes, par des petites barres qui permettaient de les fixer sur le plancher. Françoise a pu établir cette hypothèse en faisant le rapprochement avec d'autres artefacts découverts sur une fouille beaucoup plus ancienne. Je me rends sur les lieux à Nemi, à 25 km de Rome. Dans ce village, un autre roulement à billes a été découvert au cours d'une fouille dont ici tout le monde se souvient. Une histoire fascinante où se mêlent archéologie et politique. Au 1er siècle de notre ère, Caligula, l'oncle de Néron, fait construire 2 énormes navires, dont l'un portait un temple de Diane. Bientôt, les navires coulent et restent sous le lac pendant des siècles. Les pêcheurs, les gens du coin, de temps à autre, récupèrent des fragments, des éléments du navire, des parties de décoration. Et plusieurs expéditions sont organisées, certaines fort anciennement, pour tenter de sortir les fameux navires du lac, mais sans aucun succès. Jusqu'à ce qu'un homme décide que tous les moyens allaient être employés pour les sortir. En 1929, Benito Mussolini, le dictateur fasciste, cherche à se présenter comme le digne héritier des plus grands empereurs romains. Il décide d'assécher le lac pour dégager les 2 navires. L'entreprise, au coût faramineux, est un succès. Les 2 navires sont exposés dans un musée avec les objets qu'ils contenaient, dont un étrange système de roulement à billes. Mais en 1944, les Allemands bombardent le musée, anéantissant les trésors antiques qu'il abritait. Aujourd'hui, au musée, se trouvent 2 reproductions des navires. Mais il reste surtout le fameux roulement à billes, miraculeusement épargné par le bombardement. Mathieu Gabet l'a étudié. Il est ingénieur et travaille avec Françoise. Vous voyez la partie un peu plus en échelle 1 à 1, qui est plus intéressante. Et ici, vous avez des éléments qui ont été retrouvés au fond du lac de Nemi et qui sont intéressants. Ah oui, en fait cette sphère, elle ressemble assez étrangement aux empreintes du chantier. Tout à fait. Elles ont été retrouvées au fond du lac de Nemi. Elles sont constituées en bronze, donc cette partie sphérique sur laquelle sont fixées des ailettes. Cet élément a été en fait encastré dans une plateforme en bois qui tournait. La fonction de cette plateforme n'est pas parfaitement définie. Une hypothèse veut qu'elle elle supportait une statue qui pourrait tourner pendant des cérémonies. Une autre, qu'elle avait plutôt une fonction pour le déchargement et le chargement des bateaux.
par exemple. D'accord. Mais on peut facilement imaginer des sphères beaucoup plus grandes qui seraient logées dans les cavités hémisphériques que nous avons vues, que l'on peut retrouver par exemple à cet emplacement qui ressemble étonnamment à celle que l'on a trouvée. Ah, tout à fait. On voit bien qu'elles viennent se loger comme ça dans les cavités en question. Tout à fait. Et donc, voici la reconstitution de la plaque tournante dont nous avons vu le fragment. D'accord. Et donc, ces billes qui sont fixées ici et qui nous permettent la rotation. Et il faut imaginer donc le plancher qui viendrait par-dessus et qui tournerait aisément. Et la salle à manger, c'est la même chose, plus ou moins, mais en beaucoup plus grand. Exactement. Et il faut penser qu'il y avait plusieurs rangées de billes, puisque le plancher était à moins 20 fois plus grand que celui-ci. Ah oui, donc autant de cercles concentriques en quelque sorte, avec le même système et l'ensemble permettant à la salle à manger de tourner de façon régulière et homogène. Ce roulement à billes est une pièce essentielle du puzzle archéologique. Un argument supplémentaire sur la piste de la salle à manger tournante. Mais l'enquête n'est pas terminée, car qui dit rotation, dit énergie. Quelle source permettait donc d'entraîner le mouvement circulaire de cette immense salle à manger? Sur le Mont Palatin, une nouvelle campagne de fouilles de l'école française a permis d'avancer sur cette question. Ici encore, la collaboration entre des archéologues et un ingénieur comme Mathieu prend tout son sens. À partir de nouveaux éléments mis au jour, il a réussi à formuler une hypothèse. Nous avons quelques éléments métalliques qui sont restés. La plupart ont été arrachés, certainement pour être récupérés et employés ailleurs. Et cet élément que nous voyons ici en fer, qui était noyé dans la maçonnerie, était probablement le support d'un éventuel mécanisme. Et donc on a des traces de ces différents éléments en métal ailleurs, même s'ils ont été enlevés. Donc on peut avoir une idée de leur disposition globale. Tout à fait. Il s'agissait d'un châssis, si l'on veut, probablement en métal ou en bois, qui était logé à l'intérieur de ce corps technique, si vous voulez, qui interrompt le mur annulaire. On a donc une espèce d'empreinte fantôme de la machine, d'une machine, mais qui dit machine dit énergie, donc ça fonctionnait avec quelle énergie? Suétone relate que la salle à manger de Néron tournait nuit et jour sans relâche en imitant le mouvement du monde. Ce caractère constant de l'énergie qui aurait actionné ce mouvement exclut donc le recours à une énergie animale, par exemple, ou à l'énergie du vent, qui ne sont clairement pas constantes. Et il y avait un aqueduc que d'ailleurs Néron avait fait construire et en prolongeant l'aqueduc de son grand-oncle Claude sur 2 km pour approvisionner directement le Palatin. A-t-on une idée du débit nécessaire pour faire tourner une machine comme celle-ci? La quantité d'eau qui était livrée à cet aqueduc est à peu près connue. Les sources littéraires nous relatent qu'un débit de 400 litres seconde était apporté sur le Palatin. Une modélisation nous a permis d'évaluer que cette quantité d'eau était suffisante à actionner une éventuelle roue hydraulique. D'accord, qui aurait fait donc par conséquent elle-même bouger l'ensemble de ce grand mécanisme du plateau et donc de la salle à manger elle-même. Tout à fait. La machinerie se serait donc située ici. On sait que Néron a passé de nombreuses années en Grèce et les Grecs connaissaient ce type de machinerie. Françoise et son équipe supposent donc que Néron, fasciné par leur culture et leur technologie, aurait importé ce système à Rome. Ici, c'est un petit peu une sorte de modèle d'avant-garde, mais qui n'a pas eu vraiment de suite, ni de prédécesseur connu. Donc il est unicum dans tous les sens du terme. Tout à fait. En tout cas, pour de la résidence pour une habitation, en tout cas, bien que ce fût celle de Néron, il n'y a pas d'équivalent dans la suite de l'histoire. Personne n'a été aussi fou que Néron pour reproduire cette folie, si l'on veut. Grâce au travail de toute cette équipe, la folie de Néron reprend forme peu à peu. Mais une question demeure. À quoi pouvait ressembler la partie supérieure de l'édifice? En surface, il ne reste rien de la salle où se tenaient les convives. Pour
se faire une idée de ce à quoi elle pouvait ressembler, Françoise a fait appel à un numismate que je vais rencontrer. Fiorenzo Catali a étudié une pièce de monnaie bien particulière. Il s'agit d'un dupondius, une pièce très répandue à l'époque de Néron, qui recèle un indice. C'est un dupondius frappé pendant le règne de Néron. D'un côté, on voit la tête, avec tous les attributs impériaux. Et au revers, une architecture complexe qui représente un édifice circulaire avec 2 ailes accolées. Mais ce qu'il y a de plus intéressant sur cette monnaie, c'est la présence d'une légende, Macaog, qui laisse la possibilité d'une double interprétation. La première, Macellum Augusti, pourrait faire référence au marché de l'empereur, un édifice public construit pour le peuple. Cela pourrait aussi être Machina Augusti, la machine de l'empereur, donc peut-être la salle à manger tournante que Néron avait fait bâtir dans son palais. Et donc cela peut donner une idée des superstructures aujourd'hui disparues? Oui, c'est possible que cela en soit la représentation, même si, sur les monnaies des empereurs précédents, on ne voit représenter que des édifices publics, jamais une construction privée. Mais ça ne veut rien dire, car il faut prendre en compte la personnalité incroyable de Néron. La monnaie était propriété de l'empereur, donc il aurait tout à fait pu décider de représenter son propre palais sur sa monnaie. Il faut bien comprendre que Néron n'était pas un homme comme tout le monde. C'était presque un dieu. Les archéologues se sont inspirés de cette représentation architecturale pour formuler une hypothèse de restitution de la partie supérieure de la salle à manger tournante. De nouvelles fouilles permettront peut-être de comprendre dans quel corps de bâtiment était insérée la salle à manger, comment on y accédait, où étaient les cuisines. Autant de questions qui restent aujourd'hui en suspens. L'endroit où on se trouve ici, plus ou moins, donne une idée du panorama qui devait s'offrir à eux tandis qu'ils mangeaient. Il aurait pu s'en contenter, en fait, c'est déjà tellement exceptionnel. Pourquoi avoir voulu faire en plus tourner la salle à manger de cette façon si curieuse et surtout 24 heures sur 24? Il était assez courant d'organiser, de présenter des merveilles au cours de banquets, des automates. Et Néron est allé au-delà. Il n'a pas offert à ses convives un petit amusement, il a créé une structure qui tournait. Et ce qui tourne dans l'Antiquité, ce n'est pas la Terre. Ce sont les astres. On était persuadé que la Terre était immobile. Donc, si on tourne, on appartient au monde des astres. Et les personnes qui participent à ces banquets se trouvent placées au niveau des astres et donc des dieux. Et au centre de tous les dieux, il y a bien sûr Néron. Absolument. Au centre de tout, là, on sent quand même un petit peu de mégalomanie de sa part. De mégalomanie, certainement, aucun doute, mais aussi de passion pour les connaissances, pour la science. Et de la passion, justement, il t'en a fallu pour arriver à faire une découverte de cette importance dont on parle depuis l'Antiquité et tout. Oui. C'est la découverte d'une vie. Absolument, c'est la découverte. C'est vraiment inespéré. C'est une très grande chance. C'est une découverte extraordinaire, absolument passionnante, émouvante. Un grand bonheur, un beau couronnement de carrière. Faire une découverte comme celle-ci, tous les archéologues en rêvent. Moi le premier. C'est toujours une émotion particulière que Françoise aura réussi à me faire partager.